Alain Minc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes essayiste et auteur de ce livre, Dictionnaire amoureux du pouvoir, c'est chez Plon. On va longuement en parler. Alain Minc, on a évidemment envie d'avoir votre regard sur le climat social et politique actuel dans le pays. Et d'abord, c'est plus de 1700 actes antisémites qui ont été recensés depuis le 7 octobre. Et puis on a vu cette mobilisation dimanche dernier, cette marche civique contre l'antisémitisme qui a réuni près de 200 000 personnes à travers tout le pays. Est-ce que pour vous, un sursaut national a eu lieu ? D'abord, je voudrais dire que je préfère, de ce point de vue, être français qu'anglais. Il faut proportionner les choses. Quand il y a eu une manifestation pro-palestinienne à Paris, il y avait 20 000 personnes, dont 15 000 bobos LFI. À Londres, il y avait 300 000 manifestants pro-palestiniens pour, disait-il, une Palestine de la mer au fleuve, c'est-à-dire qui était un slogan qui supposait la disparition d'Israël. Il n'y a pas de manifestation en Angleterre comme il y en a eu en France. Il y a la plus grande communauté musulmane d'Europe, 6,5 millions, et il y a la plus grande communauté juive. Je pense que cette résurgence antisémite est insupportable. Mais je pense que la France est un pays qui résiste mieux par son modèle, ou ce qu'il reste du modèle universaliste, par rapport aux pays qui sont en modèle communautaire. Et l'absolue démonstration, ce sont les États-Unis. Quand vous pensez qu'il y a une espèce de tremblement de terre dans les universités américaines, d'une intensité rare, où, au nom de la solidarité de toutes les formes de victimes, on passe du wokisme au réflexe pro-palestinien, je dirais que la France va moins mal que les autres. Quant à la manif, elle avait de la gueule. Elle fait de la gueule. Mais il faut aussi la regarder avec distance. Il n'y avait pas de jeunes, peu de jeunes. Et la diversité, comme on dit entre guillemets, n'était guère représentée. Il y avait, ça veut dire quoi pour vous ? Ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de beurre. Cela dit, il n'y en avait pas non plus à la manif de Charlie Hebdo. C'est-à-dire, je pense que la sensibilité au sujet est une sensibilité de la classe moyenne supérieure, centriste, macroniste, éduquée. Et que ça, c'est une vraie interrogation. C'est-à-dire, c'est à l'école que les anticorps doivent se former. Donc pour vous, c'est quoi ? C'est un échec de l'éducation ? C'est un échec du travail de mémoire ? Non, je déteste l'expression échec de l'éducation, car quand il y a échec dit de l'éducation, c'est un échec de la société dans son ensemble. Vous évoquez, vous parlez du pouvoir juif, le mythe destructeur, dans votre livre. Vous nous avez parlé de résurgence de l'antisémitisme. Bruno Retailleau, lui, il refuse d'employer ce mot résurgence. Il dit on n'est pas dans une résurgence, on est dans une nouvelle forme d'antisémitisme. On est passé d'un antisémitisme dont le terreau était le fascisme à un antisémitisme dont le terreau est aujourd'hui l'islamisme politique. Est-ce que vous partagez cette analyse ? D'abord, il faut toujours dire de quel lieu on parle. Moi, je le dis publiquement, je me définis comme européen, virgule, français, virgule, et accessoirement juif. Et le choix des mots et l'ordre des mots est la seule manière de comprendre la teneur ou, disons, l'ADN de mon propos. Je crois que Retailleau a raison, sauf que vous avez employé le mot antisémitisme fasciste. C'est pas vrai. L'antisémitisme de la fin du XIXe siècle et l'antisémitisme de l'entre-deux-guerres était marginalement fasciste. C'était un antisémitisme de la France réactionnaire. Il a complètement disparu. Et Retailleau a raison. Et il est bien clair que la matrice aujourd'hui de l'antisémitisme, mais on l'a vu arriver depuis longtemps. On savait très bien qu'à un moment donné, l'antisionisme deviendrait le masque de l'antisémitisme. Bon, on y est. Et c'est vrai que cet antisémitisme est, pour l'essentiel, islamo-gauchiste ou gauchiste. C'est-à-dire que très étonnant de regarder le tweet de Jean-Luc Mélenchon, qui est un homme qui connaît le sens des mots et qui connaît la lecture psychanalytique des mots. Quand il dit à propos de la présidente de l'Assemblée nationale, elle campait, il dit pas à Tel Aviv. Elle était allée. Il dit elle campait à Tel Aviv pour soutenir les massacres, etc. Il sait ce qu'il fait. Donc,
D'un côté, le vrai antisémitisme est islamo-gauchiste, et de l'autre, il y a une tonalité très spécifique qui renoue avec la vieille tradition qui fait qu'il y avait eu aussi un antisémitisme d'extrême gauche. Même Jaurès l'a été à un moment avant de basculer dans le dreyfusisme. Jules Guesde était d'un antisémitisme débridé. Karl Marx, qui était juif, l'était. Pourquoi? Parce que c'était en fait, et c'est un point que je soulève dans ce petit bouquin, c'est qu'au fond, le juif était assimilé à l'argent et au pouvoir. Au nom d'ailleurs de quelque chose qui, sans qu'il y ait la moindre once d'antisémitisme, se retrouvait dans le mot du général de Gaulle, un peuple d'élite sûr de lui et dominateur, qui était à mon sens contredit par le merveilleux dessin de Tim où on voyait un déporté la main sur le pied sur la barrière électrique disant sûr de lui et dominateur. Et de Gaulle était tout sauf antisémite. Donc c'est ça qui fabrique la mythologie qui tourne autour du mythe antisémite. Mais quand vous dites Jean-Luc Mélenchon, il sait ce qu'il fait en employant ces mots, est-ce que ça veut dire que vous décelez chez lui une forme d'antisémitisme? Non, je pense qu'il joue avec l'antisémitisme. Jean-Luc Mélenchon, qui a commencé socialiste de gauche, franc-maçon, jaurésien, etc., ne peut pas être au fond de lui-même antisémite. Mais il joue. Et il joue pourquoi? Jean-Luc Mélenchon voit bien ce qu'il veut faire. Il a fait un score élevé dans les banlieues, avec une abstention forte. Tu veux faire un score élevé avec une abstention moins forte. Je veux dire, c'est une opération claire, inacceptable, mais de cynisme politique. Donc il pave le chemin de l'antisémitisme pour des calculs électoraux? Non, il joue avec ces relents antisémites pour marquer sa domination politique des banlieues. Jean-Luc Mélenchon n'était pas là dimanche dernier. Marine Le Pen, en revanche, était présente. Est-ce que ça marque une étape de plus dans la dédiabolisation? Moi, je suis totalement sur la position qu'avait été celle de Serge Klarsfeld. Je me réjouis que le Rassemblement national fût là. Les arrière-pensées, elles sont évidentes. Le côté habileté politique, il est évident. Mais dites-vous bien que si en 1938, les Croix de Feu et l'Action française avaient manifesté contre l'antisémitisme, 40 ne se seraient pas passés exactement comme ça s'est passé avec la promulgation du statut des Juifs et la marche à la déportation. Donc que les héritiers de l'extrême droite aujourd'hui soient sur ce terrain-là, quelles que soient les motivations, on voit bien qu'il y a derrière une manière, en étant aussi proche des Juifs, de marquer la distance avec le monde musulman. C'est quelque chose dont il faut évidemment se réjouir. Est-ce que ça veut dire que la page de l'antisémitisme, elle a tourné, elle, la page de l'antisémitisme du Front National? Personnellement, j'en suis convaincu. Je pense qu'il y a évidemment dans son parti des gens qui portent encore des stigmates du passé. Mais les gestes engagent. Ce qu'elle a fait a une signification. Elle a pas un chapitre particulier, Marine Le Pen. Elle a un chapitre Le Pen avec son père. Pour vous, c'est la même chose ou pas? Non. C'est pas la même chose. Je pense qu'elle souhaiterait certainement que l'affiliation soit moins nette, parce que c'est quand même encore un fil à la patte pour elle. Non, c'est pas la même chose. Moi, je pense qu'il faut combattre Marine Le Pen sur, non plus le thème moral, mais sur des thèmes politiques. Et pour moi, il y en a 3 ou 4. Premier thème politique, je pense qu'elle est toujours anti-américaine, et donc très mal à l'aise dans le pacte atlantique. Je pense qu'elle subit l'Europe, mais qu'elle est toujours au fond d'elle-même hostile à l'Europe. Je pense qu'elle a une vision de la société, du fonctionnement politique de la société qui est référendaire et populiste, et qu'elle n'accepte pas le jeu des pouvoirs et contre-pouvoirs et d'autorités tels le Conseil constitutionnel. Et enfin, elle a une politique économique telle qu'elle l'annonce,
délirante, comme l'était celle de la gauche en 1981, à ceci près qu'en 1981, la France n'était pas endettée et pouvait se permettre un moment de folie. Et qu'aujourd'hui, en réalité, avec son programme économique, nous avons le taux d'intérêt qui éclaterait et nous aurions un licol autour du cou. Donc c'est sur ces thèmes-là qu'il faut la combattre. Mais est-ce que pour vous, il y a Marine Le Pen qui dit des choses pour arriver au pouvoir et il y a Marine Le Pen qui, si elle arrive au pouvoir, sera une autre et fera autre chose? Je pense qu'elle n'a aucune idée de la manière dont on gère un pays. Donc elle n'est pas à même d'exercer le pouvoir pour vous? Non, je pense qu'elle a un vrai problème. Je souhaite ardemment qu'elle ne l'exerce pas. Et je pense que son parti, d'une certaine manière, même s'il se forme à l'Assemblée un peu, est un parti qui est très éloigné de ce qu'exige une pratique du pouvoir. C'est un métier, l'expérience, ça existe. C'est pas dans cette maison qui regorge parfois à l'excès d'expérience et qui a une arrogance de l'expérience qu'il faut le dire. Mais on l'a bien vu, et c'est d'ailleurs tout le problème, au fond, du macronisme. Le problème du macronisme, c'est que c'est un mouvement, à travers son chef, qui manque d'expérience politique. Et on va en parler. La politique, c'est un métier. On va en parler. D'abord un mot, puisqu'on va arriver à Emmanuel Macron. Est-ce que son absence dimanche, pour vous, c'était une erreur? Un ami a fait une distinction intelligente à laquelle je n'avais pas pensé. Je pense que le président de la République n'a pas à aller à une manifestation organisée par des partis politiques. Dans la mesure où elle était organisée par les présidents des deux assemblées, c'est-à-dire une émanation au plus haut niveau de l'État, je crois qu'il eût mieux valu qu'il y aille. Une fois qu'on a dit ça, c'est malencontreux, c'est pas la fin du monde, il n'y a pas plus rétif à l'antisémitisme qu'Emmanuel Macron qui pense comme pensaient les manifestants. Alors, Emmanuel Macron, on va en parler. Macron du pouvoir de séduction à la séduction du pouvoir. C'est comme ça que vous avez appelé votre chapitre. La politique, c'est de la séduction, le pouvoir, c'est autre chose? Non, mais le problème, enfin, j'en parle avec l'affection que j'ai vis-à-vis de cet homme que je connais depuis tellement longtemps, que j'ai vu débuter. Je pense que le problème de Macron, qui avait théorisé sur un grand bouquin intellectuel qui s'appelait de Kantorowicz, qui s'appelait Les deux corps du roi, n'a pas compris qu'il y a deux corps du président. Il y a le corps gestion de l'État et il y a le corps politique. Et que j'ai dit un jour publiquement, il y a deux mots en anglais pour politique. Policy et politics. Et j'ai dit Macron, policy, 17 sur 20. Là, je trouve que c'est plutôt 14. Hein. Mais bon, peu importe. Et politics, 3 sur 20. Et je crois que si il marche à cloche-pied, c'est à cause de ça. C'est-à-dire qu'il ne sait pas... Je lui ai dit un jour, je crois que je l'ai dit dans un entretien ou dans le bouquin, la politique, c'est l'art du temps perdu. Et je suis très sérieux. L'art du temps perdu, c'est-à-dire sentir, comprendre, nouer des alliances, perdre à certains égards son temps, mais s'imprégner d'une réalité. Et je pense que ça, quand il n'a pas pu le faire avant d'arriver au pouvoir, et évidemment, une fois que vous êtes devenu roi de France, vous êtes dans une relation tellement biaisée avec le pays que vous n'arrivez pas non plus à le faire. Donc, vous devez vous entourer de gens qui ont cette pratique-là. Et le problème de Macron, c'est qu'il ne veut pas s'entourer de gens dont l'expérience compenserait en réalité sa lacune sur ce terrain. Comme il est mal entouré? Vous pensez peut-être à Alexis Kohler, notamment? Mais non, mais moi, enfin, il est évident qu'Alexis Kohler connaît encore moins la politique qu'Emmanuel Macron. Donc, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il n'a... Au fond, il avait dans son entourage deux politiques expérimentés. Gérard Collomb, ça n'a pas duré longtemps, et Jean-Yves Le Drian, qui est resté prisonnier de son couloir, qui était les affaires étrangères. Or, c'était avec ces gens-là qu'il fallait sentir le pays. C'est pas avec les jouvenceaux de l'ENA que je connais mieux que quiconque. Est-ce que vous qui connaissez bien Emmanuel Macron, il y a aussi chez lui une forme de narcissisme qui pourrait expliquer ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, c'est aussi un narcissisme qui a des excuses. Que veut dire une telle trajectoire météorique vous donne le sentiment, à un moment donné viscéral, que rien ne vous résistera et que la Providence vous a choisi. Enfin, je le dis sous forme d'image. Hein.
Il ne croit pas que la Providence l'a choisi, mais c'est vrai. Nos institutions sont des institutions, je veux dire, ce sont des institutions sous la forme qu'est la Ve République, héritière du grand sillon monarchique français. Bon, à partir de ce moment-là, quand vous êtes le monarque, vous avez nécessairement une perception fausse des choses. Donc il faut vivre et s'entourer de gens qui ont les pieds dans le réel. Est-ce qu'il comprend les Français, Emmanuel Macron ? Je pense qu'il comprend les Français et qu'il ne les connaît pas. Et il ne peut pas les connaître. Il ne les a pas connus comme hommes politiques avant. Et c'est pas dans les visites où le roi touche les écrouelles, et c'est pas sa faute. Hollande, Sarko, Chirac, Mitterrand et tous ceux qui le présidaient faisaient la même chose. Je veux dire, quand il va avoir les inondations, c'est le roi et les écrouelles. Bon, mais ceux que vous citez ont été élus locaux avant. Est-ce que c'est ça qui lui manque à Emmanuel Macron, le fait de ne jamais avoir été élu local? Oui, je suis absolument convaincu. Je pense que c'est pour ça que je dis politics 3. Mais policy, il y a eu de grands moments en termes de policy. Alors, qu'est-ce qu'est l'apport de Macron quand on prend de la distance? Macron, a eu une politique européenne. Et grâce à lui, l'Europe est sortie renforcée. Deuxièmement, Macron a rendu la France, entre guillemets, pour parler anglais, business friendly, c'est-à-dire accueillante pour les capitaux du monde entier et une terre d'attraction. Et troisièmement, Macron a fait que l'idée même d'augmenter les impôts devient un propos obscène. Bon, c'est pas rien en France. Bon, c'est la seule chose, c'est qu'il peut pas aller devant le pays en disant j'ai rendu l'idée d'augmenter les impôts obscène. C'est évidemment contre-productif. Donc l'essentiel de ce qu'il a fait est quelque chose qu'il est très difficile de transformer en argument électoral. Mais c'est plus son problème. Juste aujourd'hui, Emmanuel Macron, il reçoit l'ensemble des chefs de parti. Il a instauré ça, ce qu'on a appelé les rencontres de Saint-Denis, dialoguer avec l'ensemble des chefs de parti. Est-ce que c'est une bonne méthode, selon vous ? Non, mais c'était une jolie fumerole. Mais le propre des jolies fumeroles, c'est qu'il ne faut pas la rééditer. C'était très malin, une fois. Bon, pour le reste, moi, je ne suis pas en désaccord avec un propos qu'a tenu, je crois, Ciotti. C'est qu'à la fin des fins, les conventions citoyennes, les rencontres des Saint-Denis, le grand débat, tout ça est une forme d'affaiblissement de la démocratie représentative. Or, on est à une époque où les démocraties libérales qui prolifèrent dans le monde, encore qu'elles ont subi une défaite éclatante et bienvenue en Pologne, on est à une époque où la tendance va quand même vers les démocraties libérales. Donc il est d'urgence nécessaire de renforcer la démocratie représentative. Donc on peut s'en évader un petit peu, mais pas trop. Et lui s'en évade trop. Il essaye, et puis à la fin des fins, la réalité est plus forte. L'idée de voir des gens qui sont incapables de s'asseoir à la même table et qui s'invectivent, les voir se réunir tous les 2 mois dans un climat apaisé, c'est pas possible. Bon, c'est pour ça qu'il aurait dû se contenter de la première fumerole qui était brillante. Est-ce que c'est aussi passif, ce que vous dites, ça marche aussi pour le mandat? Est-ce que les présidents sont condamnés à rater leur second mandat? Ils devraient se contenter que... Moi, je pense profondément que la fonction... Il y a 2 manières d'exercer la fonction. Ou vous l'exercez comme un roi, comme François Mitterrand, à mi-temps. Et c'est la bonne manière de l'exercer. Et là, vous pouvez faire 2 mandats. Ou vous l'exercez comme un super Premier ministre, cas de Sarko, cas de Hollande, cas de Macron, et là, au bout d'un mandat, en réalité, votre capital politique et votre capital de réflexion et votre fraîcheur sont lourdement atteints. Et je pense que de ce point de vue, soit la pratique présidentielle change et les 2 mandats sont possibles, soit elle ne change pas et le président ne peut terminer usé. Enfin, il y a ce que Macron a qualifié à juste titre, même s'il n'aurait pas dû le dire publiquement, de funeste connerie qu'est la non-réélection. Pourquoi ? Aux États-Unis, ça marche. Parce qu'il y a tellement de pouvoir, de contre-pouvoir, et on sait comment ça se passe pour, comme ils disent, un lame duck president. En France, avec la vision, je l'ai dit, monarchique, un peu sainte du pouvoir, dire qu'on est un roi en CDD,
est quelque chose qui est contradictoire avec la fonction. Or, Macron est un président en CDD. Et c'est pas Macron, c'est la réforme institutionnelle de 2008. Et à l'époque, j'étais pour cette réforme institutionnelle, et je pense que mais souvent, en matière institutionnelle, on raisonne faux. On a été beaucoup, dont moi, à voter le quinquennat. C'était une erreur. On pouvait penser que la limitation à 2 mandats, ça donnait de l'air démocratique. C'était une erreur. Ce qui montre bien que quand on touche à la Constitution, il faut avoir la main qui tremble. Vous parlez aussi des prédécesseurs d'Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Il y en a eu d'autres de prédécesseurs. Oui, mais notamment, on les a beaucoup opposés. Ils se sont aussi, eux, beaucoup opposés. Est-ce que, malgré tout, ils ont des points communs? Lesquels? Nicolas Sarkozy et François Hollande. Pas énormément. pas énormément. Mais je le dis parce que Nicolas Sarkozy, que j'aime personnellement beaucoup, à un moment, et c'est ce que je voudrais qu'on garde de sa présidence, a porté pendant 15 jours le monde sur ses épaules au moment de la crise de 2008, avec un président des États-Unis à moitié dépressif et aux abonnés absents, une chancelière qui courait derrière lui et qui était toujours en retard sur ce qu'il fallait faire, et qu'à un moment donné, il a sauvé l'économie de marché. C'est pas rien. C'est pas rien, il faut s'en souvenir. Et quant à François Hollande, j'ai toujours pensé, je l'ai dit, écrit dans ce bouquin, il a très bien fait ce qu'il n'avait pas appris au Parti socialiste et il a mal fait tout ce qu'il avait appris au Parti socialiste. En politique étrangère, quand un premier secrétaire du PS ignore par définition, il a fait le boulot. Et dans ce qu'il a fait, il y a les accords de Minsk, il y a la réaction dans le Sahel, et il y a surtout le fait qu'il a tordu le bras de la chancelière pour empêcher que la Grèce sorte de l'euro. Or, si la Grèce était sortie de l'euro risquait de mourir parce que le fil se serait débobiné. En réalité, l'euro a eu 2 sauveurs. L'un que le monde entier connaît, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup à titre personnel, qui est Mario Draghi, Whatever It Takes, et un dont on ne parle pas, mais qui a empêché le club de se défaire, qui est François Hollande. Vous consacrez évidemment ce livre au pouvoir. Quel est l'homme ou la femme de pouvoir qui vous a le plus déçu? Dans l'histoire ou les deux, vous choisissez. Non, la question, elle va c'est relisez L'étrange défaite de Marc Bloch. Au fond, c'est comment une élite arrive à perdre l'honneur du pouvoir. C'est une leçon qu'il faut méditer. Il faut le faire lire comme dans la Russie soviétique, on faisait lire des samizdat, c'est-à-dire des livres clandestins. Il faut le lire et le relire. Voilà, c'est ça qui est décevant. Et puis, il faut savoir aussi que l'histoire se joue à un fil. Si George VI finit par convaincre Lord Halifax de devenir Premier ministre en Angleterre en mai 40, les Anglais font une paix séparée avec les Allemands et l'histoire du monde était autre. Là, il y a le hasard, le talent, le destin, la providence. Chacun choisit comme il a envie de le formuler et qui sauve le monde. Je veux dire, l'homme qui a sauvé le monde, c'est Churchill, c'est pas Roosevelt. Et à l'inverse, quel est l'homme ou la femme de pouvoir qui vous a le plus séduit? Ou qui vous séduit le plus? Parce que vous êtes élogieux dans ce livre avec Joe Biden, par exemple. Aujourd'hui, c'est pour ça que je vais le dire, sur la planète démocratique, un seul homme m'impressionne, c'est Joe Biden. Je pense que Joe Biden est, sur le plan intérieur, probablement le meilleur président démocrate depuis Roosevelt, et sur le plan extérieur, le meilleur président démocrate depuis Truman. Alors, vous allez me dire que je fais encore l'éloge de l'expérience dans l'assemblée de vieux qui règne ici, ou disons d'adultes avancés. Mais c'est la manière dont il a réagi sur le plan international à l'Ukraine, la finesse avec laquelle il gère le conflit moyen-oriental, c'est à la fois... Alors, Biden,
ou l'administration Biden, peu importe. Biden est aussi le nom de marque d'une administration exceptionnelle. Et donc, l'homme d'État aujourd'hui auquel il faut rendre hommage, c'est lui. Et il faut tellement espérer qu'il soit réélu. Alors, face à Trump, évidemment, c'est une affaire de salut public. Mais même s'il avait un adversaire républicain civilisé, il faudrait souhaiter qu'il soit réélu. Est-ce que si vous faites un prochain livre, Alain Minc, vous rajouteriez des noms? Gabriel Attal à A, Gérald Darmanin à D? Non, mais ça, dans ce cas-là, il faudrait faire un livre qui est un livre pour classe élémentaire, quoi. Ils sont débutants. Non, mais bon, ils ont leur avenir devant eux, mais arrêtons. Vous pouvez pas... Quand vous voyez le problème d'expérience qui a manqué à Macron, et Macron est intellectuellement, culturellement supérieur à tous ces hommes de très très loin. Bon, donc, ça va, qu'ils y aillent doucement, hein. Ouh là là. Ils vont voir que, et en particulier Gabriel Attal, bon, il a démarré comme un sprinter. Mais un jour, Gianni Agnelli, le légendaire Agnelli, m'a dit, parlant de quelqu'un, c'est un sprinter, mais la vie est un marathon. Et je pense que c'est ça que ces jeunes gens devraient méditer. Et on en revient à la question du temps dont vous nous parliez. Oui. Le temps, l'expérience acquise, une forme d'accumulation primitive du savoir, comme Marx dit qu'il y a une accumulation primitive du capital. Merci Alain Minc. Merci beaucoup d'avoir été notre invité pour cet entretien. On revoit votre livre « Dictionnaire amoureux du pouvoir », c'est chez Plomb. Merci beaucoup Alain Minc d'avoir été notre invité pour cet entretien. On passe au Club des Territoires.